Eh ben bonjour Dorine, Salut Jérémy. ça va? Je suis ravie d'être là. Moi aussi, ravi de t'avoir sur mon podcast. Effectivement, l'art de la gestion patrimoniale, on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé sur ce podcast, les immeubles de rapport. Est-ce que tu peux déjà, avant ça, rapidement te présenter, nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es là aujourd'hui? On va dire que mon travail principal, c'est d'investir dans des immeubles de rapport. Avec mon mari Cyril, on a acheté un premier immeuble en 2016 de 5 lots. On y a pris goût. On a acheté un deuxième immeuble de 6 lots. On a encore pris goût. Là, on a acheté une énorme maison à diviser et on a fait 15 apparts dedans. Donc, on a un troisième immeuble de 15 apparts. Et ça nous a suffi pour devenir libre financièrement. Du coup, on s'est arrêté de bosser. Voilà, pour faire très court. Ok, et aujourd'hui, toi, tu as un podcast, je crois. Oui, maintenant j'ai un podcast sur l'investissement immobilier qui parle notamment pas mal d'immeubles de rapport, vu que c'est mon sujet de prédilection. Et on accompagne des gens à investir dans des immeubles dans notre quotidien maintenant. C'est notre nouveau métier. Moi, ça a l'air trop cool. En tout cas, tu fais quelque chose qui te passionne, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Bon, trop bien. On va parler d'immeubles de rapport, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous, ce qu'on veut savoir déjà, c'est à quoi correspond un immeuble de rapport. En fait, si on peut nous définir déjà ce que c'est qu'un immeuble de rapport. Pour moi, un immeuble de rapport, c'est tout simplement le fait d'avoir un bâtiment dans lequel il y a plus qu'un logement. Et dans l'idéal, même si ça existe des immeubles de rapport qui sont en copropriété, dans l'idéal, c'est d'avoir l'immeuble en monopropriété, c'est-à-dire qu'on est seul propriétaire de l'ensemble des appartements qui constituent cet immeuble. Et donc, on pourrait dire qu'on a un immeuble de rapport, même si on ne détient pas l'ensemble des biens de l'immeuble. Non. Ah non. Pour moi, on détient tout le bâtiment. C'est juste qu'à de rares exceptions, Ok. il y a des copropriétés de deux immeubles l'un côté de l'autre. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais je le précise. Mais dans l'idéal, l'immeuble de rapport, on va dire le plus pur, c'est celui qui est en monopropriété et tu détiens l'ensemble du bâtiment. Il n'y a pas de copropriété, il n'y a pas de syndic, c'est toi le boss et tu fais ce que tu veux dans ton immeuble. Ok, bon, ça a l'air trop bien vu comme ça. Maintenant, le titre est un peu racoleur, devenir rentier rapidement grâce aux immeubles de rapport. Tu vas nous rappeler pendant ce podcast tous les risques aussi qu'il existe et tous les avantages de cette stratégie. Déjà, pourquoi ça permet de devenir rentier plus rapidement que par des appartements locatifs ou par d'autres investissements? Alors, pour moi, ça va dépendre du profil aussi. Parce que j'ai pas envie de dire que tout le monde peut devenir rentier rapidement en achetant des immeubles de rapport. Pour moi, c'est surtout intéressant pour des profils qui ont des gros revenus avec une belle capacité d'endettement. Parce que quand on a des revenus à plus de 5 000 euros par mois dans le foyer, 6 000, 7 000 euros par mois, acheter un petit appart à 100 000 euros, pour moi, tu avances à vitesse d'escargot. Donc, ça permet d'acheter plusieurs apparts d'un seul coup. Tu vas qu'une seule fois chez le notaire, tu fais qu'une seule fois des devis, tu n'as qu'un chantier à suivre à un seul endroit. Donc, ça permet en fait d'avancer plus vite, plus fort, surtout pour les gens qui ont des gros revenus, même si en réalité, je précise, il existe des petits immeubles de rapport entre 100 et 200 000 euros. Ça, il existe avec 2-3 apparts dedans. Mais quand tu rentres au-dessus de 500 000, là, tu n'as vraiment plus de concurrence et tu fais partie des gros acheteurs d'immeubles. Donc toi, quand tu me parles de ça, quand je comprends salaire élevé, je comprends emprunt, de ton côté, je suppose que tu utilises à fond l'effet de levier. Pour moi, c'est la base en immobilier. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je le sais également, j'accompagne mes clients sur l'effet de levier, mais les personnes qui nous écoutent ne savent pas forcément pourquoi leur plus grande richesse et la plus grande richesse de tous les Français, c'est la capacité d'endettement des Français. Mais oui. Parce qu'en fait, est-ce que tu te rends compte le temps que ça prend d'économiser 50 000 euros? C'est énorme. Même si tu gagnes 5 000 euros par mois, si tu arrives à mettre 1 000 euros de côté, on peut faire le calcul, mais il y en a pour plusieurs années, 4-5 ans. Enfin, je sais pas. Enfin, il faudrait que je fasse Ouais, c'est ça. Au moins 4 ans. Voilà, au moins 4 ans. Donc, c'est hyper long. Donc, à ce rythme-là, et après, imagine les 50 000. Tu achètes de l'immobilier à 8%. On va faire un chiffre pas trop polémique, mais à 8% de rentabilité, tu vas pas devenir rentier. Non, ça te fait 4 000 euros. C'est ça. Tu vas pas devenir rentier. Donc, en fait, la force de l'immobilier, c'est d'acheter en gros et en empruntant. Comme ça, tu utilises de l'argent que toi, tu n'as pas économisé, donc tu n'as pas perdu 4 ans à l'économiser, et tu fais de la renta. Évidemment, ta rentabilité doit être supérieure à tes taux d'intérêt, etc., pour que tu t'enrichisses sérieusement. Ok, mais c'est vrai que cette histoire de lever de la dette, je le rappelle quand même aux auditeurs,
lever de la dette, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant sur le moyen long terme. Vous allez pouvoir emprunter auprès de la banque à 20-25 ans, à des taux aujourd'hui qui sont aux alentours des 3%. C'est vrai, on peut dire que c'est plus élevé qu'il y a 4-5 ans, il faut le dire, et c'est vrai. Mais c'était aussi plus bas qu'il y a 10 ans, donc c'est intéressant. Et donc si on voit comme ça et qu'on se dit qu'on peut nous prêter de l'argent pour acheter un actif et non pas un passif, et ça c'est important de le comprendre aussi. Pourquoi l'immeuble de rapport au final est un actif dans le temps ? Déjà parce qu'on va recevoir beaucoup de revenus, on va recevoir les revenus des loyers et c'est évidemment les locataires qui vont rembourser la mensualité. Donc moi, j'appelle ça mon ticket de loto pour dans 20 ans à chaque fois. Alors, si tu fais de l'autofinancement, c'est-à-dire que les locataires payent les charges et la mensualité, donc toi, ça te revient à 0 tous les mois, dans ce cas-là, en fait, tu prends un ticket gratuit, j'appelle le ticket gratuit parce que c'est la banque qui paye, pour avoir dans 20 ans un immeuble entier à toi. Donc en fait, prends tes tickets gratuits, quoi. Pourquoi tu les prends pas ? Il faut les prendre. Et l'autre point aussi, c'est que l'immobilier, ça reste quand même du semi-passif comme investissement, parce que tu as quand même du travail, surtout pour la mise en route, la première année, la recherche, les travaux, etc., lancer la machine. Et ça demande du travail. Donc, pour avoir une rentabilité, certes, qui peut être très intéressante, moi, si j'avais du cash, jamais je l'investirais en immobilier. Je préférerais le placer ailleurs pour un truc qui est vraiment 100% passif. Donc, voilà. Et de ton côté, quand tu vois et quand tu m'expliques tout ça, tu sais, on entend souvent parler de devenir rentier facilement et ainsi de suite. On sait que c'est pas si facile. Là, tu es en train d'expliquer comment on devient et pourquoi déjà il faut utiliser la capacité d'endettement. Et je trouve ça bien, c'est qu'on explique comment on atteint ça. Point important également, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur ce que c'est qu'un cash flow, positif ou négatif ? Ça veut dire quoi en fait le terme cash flow ? Alors le cash flow, on l'utilise de l'anglais, mais pour moi c'est plutôt... On pourrait appeler ça l'excédent de trésorerie à la fin du mois. Je ne sais pas s'il y aura Totalement, un terme français si, comptable. Ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs je l'explique aussi, c'est que tu peux, en fait d'un point de vue comptable, ce qui se passe c'est que tu vas encaisser de l'argent de tes loyers tous les mois. Ça c'est l'argent qui va rentrer sur ton compte en banque, que tu vas voir. Ensuite tu vas rembourser la mensualité à la banque, tu vas payer les charges, tu vas même payer des impôts en fonction de comment tu as organisé la chose. Et... soit il t'en reste de l'argent à la fin, soit t'en as pas. Donc, soit il t'a plus d'argent et que tu dois remettre à la poche pour mettre au bout. Donc, on appelle ça le fameux effort d'épargne de l'investissement. Donc là, tu as cash flow négatif. Cash flow nul, c'est autofinancé, c'est-à-dire qu'on considère que tu es à l'équilibre à la fin du mois. Et cash flow positif, ça veut dire que tu as tellement bien géré les choses que tes locataires, ils t'ont payé trop d'argent et donc il t'en reste en surplus à la fin du mois. Eh bien, justement, c'est là où je veux en venir. Si on parle d'immeuble de rapport, c'est parce que la plupart du temps, on arrive à obtenir des cash flows positifs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi l'immeuble de rapport a souvent une rentabilité plus élevée au final que l'appartement locatif détenu ou la maison locative pour pouvoir louer en une seule propriété, j'ai envie de dire, et pas plusieurs propriétés dans un même bien ? Alors, le premier avantage, c'est que tu as beaucoup moins de concurrence à l'achat. Il faut penser en mode marché. Tu as moins d'acheteurs parce que les gens, déjà, premièrement, tous les personnes qui achètent des résidences principales ne visitent pas d'immeubles. Alors que quand tu achètes un appart, tu es aussi en concurrence avec des gens qui achètent leur résidence principale. Donc, c'est déjà t'as un peu plus de concurrence. Quand tu es sur un immeuble, tu es forcément, entre guillemets, contre des investisseurs, des autres investisseurs. Donc, ça élague déjà un peu. Et si en plus, tu es sur des budgets d'immeubles élevés, alors là, tu perds tout le monde en route et il y a vraiment plus grand monde à côté de toi en termes de concurrence. Donc ça, c'est le premier point. Donc sur le prix d'achat, au final. Sur le prix d'achat. On va faire déjà la première négociation, c'est le prix d'achat. Ouais. Et surtout que, moi, j'aime bien dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui achètent des immeubles entre 200 et 300 000. C'est un budget assez classique en France pour acheter un immeuble. Mais bon, tu n'as quand même pas la concurrence avec beaucoup d'investisseurs qui n'osent même pas acheter des immeubles de rapport, parce qu'il y en a plein qui n'y pensent même pas. Ils se disent « Ah ben non !» En fait, c'est juste que tu achètes plusieurs apparts d'un coup, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, puis je rappelle, 200, 300 000 d'endettement, c'est entre 1 000 et 1 500 euros par mois. Oui. Ça peut se faire, parce qu'au final, on a des loyers aussi en face. Il faut penser que la banque regarde les loyers futurs aussi quand elle estime la capacité d'endettement. Exactement. Et donc, au niveau de la rentabilité, on fait déjà un effort sur le prix d'achat. Donc forcément, on le sait, une rentabilité, ça se calcule sur loyer divisé par prix d'achat. Voilà. De ton côté, au niveau des loyers, est-ce qu'on arrive à les augmenter aussi ? Ah bah oui, moi je les augmente tous les ans. Moi, je dispute tout le monde qui ne nous demande pas ses loyers de façon régulière. Pour moi, c'est la base d'un investisseur. Parce que sinon, tu perds en valeur sur ton bien. Et le jour où tu le revends et que tu n'as pas fait tes augmentations, en fait, t'es marron. Donc, pour moi, c'est essentiel d'augmenter au fur et à mesure ses loyers. Et en plus de ça, avec l'inflation, l'indice IRL, il est quand même très intéressant. Et nous, notre cash flow, il s'améliore d'année en année.
Donc ça, c'est magique. Tu as ton augmentation naturelle de rentier. Ok, tu es en train de me dire qu'on peut baisser le prix d'achat, qu'on peut augmenter les loyers, mais ça, c'est un petit peu la même chose pour tout le monde, sur la partie achat et loyer. Ouais. Sur la partie achat, on gagne déjà au niveau de la rentabilité. J'ai envie de dire que la dernière chose qui grève la rentabilité, c'est forcément les charges. Et au niveau de la gestion, on en est où là-dessus? Alors, moi, justement, je trouve ça super parce que tu es le seul décisionnaire. Tu es le seul décisionnaire de ton immeuble. Évidemment, au moment des visites, il faut que tu sois malin. Il faut que tu vérifies l'état de la toiture, tu vérifies l'état des communs. Si jamais tu veux faire des découpes, etc., il faut bien évaluer son enveloppe travaux. Mais si tu fais les choses de façon vraiment carrée, je considère qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Je veux dire, un toit qui est mal barré au départ, tu sais que tu devras le changer. Donc, au moment des visites, il faut budgétiser tout ça pour bien sécuriser l'opération. Et donc, après, c'est toi, en effet, qui as la charge de tous les travaux, mais c'est toi le seul décisionnaire. C'est toi qui décides de qui va les faire, à quel moment, comment ça sera fait. Et il y a un autre point encore au niveau de la rentabilité qu'il faut penser par rapport aux immeubles de rapport que je trouve très puissant. C'est le fait qu'en fait, comme tu es propriétaire de l'ensemble, tu peux redécouper et réagencer les appartements comme bon te semble. Tu n'as pas besoin de demander l'autorisation du propriétaire de l'appartement du dessous pour faire passer une évacuation au milieu de son salon, tu vois. C'est vrai. Alors que quand tu as l'immeuble en entier, tu peux vraiment te poser par rapport à la demande du secteur et te dire, ok, c'est plutôt des petites surfaces, etc. Peut-être qu'il y a une demande aussi sur des colocations. Je vais pouvoir créer des salles de bain, réagencer comme je veux, sans avoir d'autorisation à demander à personne, vu que tu es propriétaire de l'ensemble du bâtiment. Donc, on est d'accord aussi que tu peux aussi tes charges de copropriété ne dépendent pas souvent d'un syndic. Comment tu joues là-dessus? Est-ce que tu as un syndic qui va gérer ton immeuble ou la plupart du temps, c'est toi-même qui va gérer? Ouais, en fait, il n'y a pas de copropriété. C'est-à-dire qu'on est en monopropriété, il n'y a pas de syndic et tu es tout seul, comme tu es dans ta maison, quoi. Tu t'achètes ta maison, tu choisis ce que tu fais dans ta maison. Donc ça, c'est top. Mais au niveau de l'entretien des communs, comment ça se passe? J'aimerais bien qu'on aille dans le détail là-dessus. Comment se passe l'entretien des communs? Alors, pour notre part, c'est assez simple. On a un prestataire de ménage qui vient toutes les 2 semaines. Ça dépend des immeubles, ça dépend de la propreté de l'immeuble, mais tu t'adaptes en fonction du nombre de locataires et des besoins. Mais grosso modo, tu prends une femme de ménage toutes les 2 semaines. Ça ne coûte pas un bras non plus, 50 ou 100 euros par mois, et c'est réglé. Ouais, c'est vrai. Rien d'incroyable, en fait. Moi, je te sors tous les a priori qu'on peut dire. C'est tout. Et au final, je trouve que les réponses sont tout à fait simples. Mais comme souvent, c'est juste qu'il faut bien démystifier le milieu de l'immeuble de rapport. De ton côté, tu viens de me dire beaucoup d'avantages. Donc, on augmente forcément la rentabilité brute. Une fois qu'on a la rentabilité brute, je le rappelle quand même aux personnes qui nous écoutent, il va falloir améliorer sa fiscalité. Là-dessus, sur la fiscalité, ça dépend de votre choix entre les revenus fonciers, la location meublée, la SCI-LIS, la SCI-LIR. Bref, ça, il existe plusieurs hypothèses et plusieurs sujets et chacun a sa fiscalité personnelle et donc il faut quand même la maîtriser. C'est la dernière chose pour augmenter sa rentabilité nette. Au niveau de tous les avantages que tu viens de me citer, j'aimerais quand même que tu fasses un point rapide sur les erreurs à éviter et puis les inconvénients, s'il y en a, j'insiste, sur l'immeuble de rapport. Alors évidemment, pour moi déjà, l'immeuble de rapport, c'est un produit d'investissement où tu peux pas être novice et faire des bêtises. Parce que si tu te trompes dans ton estimation de chantier alors qu'il y a 4 appartes, imagine tu t'es trompé de 20% sur ton estimation, ça commence à faire une grosse différence de prix au niveau des travaux et ça peut être très embêtant. Donc moi, déjà, les grosses erreurs, c'est de ne pas bien maîtriser son enveloppe travaux. Il faut toujours être hyper prudent. Les dépassements également en temps, c'est-à-dire que les travaux durent plus longtemps que prévu, parce que ça peut durer beaucoup de temps. Donc ça, pour moi, c'est déjà le plus gros danger, parce que quand tu es investisseur, si tu te retrouves à court de trésor et que tu n'as pas fini tes travaux et que tu te retrouves avec un immeuble avec un chantier sur les bras, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième risque que je vois, c'est par rapport en fait, il n'y a pas beaucoup d'immeubles en vente. Enfin, pas beaucoup. Par rapport au nombre d'appartements, même s'il y a moins d'acheteurs, il y a aussi moins de vendeurs d'immeubles. Donc, tu as moins de choix et tu peux avoir tendance à te précipiter parce que tu as l'impression qu'il y en a moins qui sortent sur le marché. Et ça, je trouve que c'est un peu dangereux parce que parfois, il y a des gens qui vont être tentés par acheter des biens déjà loués ou des biens avec des gros défauts, des défauts de structure, ou tu vois, il y a des biens qui sont un peu vieillissants. Et alors, les biens déjà loués, je trouve que c'est quelque chose d'assez touchy, qui n'est pas facile pour un investisseur débutant, parce qu'on est en France, les locataires sont très protégés. Donc, réussir à trouver un terrain d'entente pour faire sortir des locataires, pour pouvoir mener à bien son chantier,
Bah, ça, c'est pareil. On rentre dans une zone difficile. Donc ça, c'est aussi un risque et un inconvénient dans ce cas-là. Et en effet, le fait qu'il y ait moins d'offres, pour moi, il faut bien savoir négocier un immeuble pour pas trop se précipiter. Ok, donc là, on parle quand même de 2 erreurs à éviter, hein. Je les rappelle, la première erreur, du coup, si j'ai bien compris, c'est de bien budgétiser son enveloppe travaux. Ah ouais. Et Et prévoir des... Attends, je rajoute encore, c'est tellement important. Nous, on a des immeubles, j'appelle ça la dette technique de l'immeuble. C'est-à-dire que même après les travaux, il peut avoir une dette technique. Par exemple, notre premier immeuble, le toit, il est très vieux. On a décidé de ne pas le refaire en se disant il va peut-être tenir encore 5 ou 10 ans. Mais on a budgété dans notre trésorerie personnelle une petite enveloppe spécifique. Lorsque le toit du premier immeuble il lâche, on a prévu plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour ça, au cas où. Donc il faut que tu budgétises aussi tes futurs travaux de façon très prudente. Et notamment la toiture et la façade, on les Voilà. rappelle. Effectivement, quand on est en copropriété, on paye une partie des charges quand elles arrivent. Et quand on est en monopropriété, comme tu nous le dis, effectivement, on paye la totalité des charges. Donc, il faut quand même le budgétiser. C'est des montants un peu plus importants, mais vous avez plus de loyer. Il y a tout en face, hein, c'est logique. Sur la deuxième erreur que tu viens de nous dire aussi, c'est la recherche et l'achat sans se précipiter. Ça, j'ai envie de dire, c'est que c'est une erreur pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est une erreur, il faut prendre le temps, quand on est investisseur immobilier, d'analyser le marché immobilier et de faire une sélection qui doit être importante. Et donc, cette sélection, elle passe par la recherche, par du temps et ne pas se précipiter. Merci pour ces 2 erreurs, c'est important. Au niveau de la rentabilité, on l'a compris, hein, on augmente la rentabilité quand tu fais des immeubles de rapport. Tu m'as parlé quand même d'une chose importante, je voudrais revenir dessus avant de terminer l'épisode. Sur les travaux, tu parles beaucoup de travaux. Est-ce que quand on fait un immeuble de rapport, selon toi, il vaut mieux aller sur quelque chose qu'on va réhabiliter, qu'on va remodéliser, j'ai envie de dire, pour refaire des appartements, peut-être rajouter des salles de bain comme tu l'as dit, ou est-ce qu'il faut acheter quelque chose qui est tout prêt, tout nickel et qu'on reloue directement ? Alors, pas facile. C'est une question vraiment technique là, parce que je pourrais en parler des heures, donc je vais essayer de faire très court. En fait, quand tu achètes un immeuble, il faut déjà savoir pourquoi tu l'achètes et quelle est ta stratégie sur plusieurs années de tes investissements. Nous, c'est vrai qu'on a été dans une optique, on préfère acheter vide, rénover pour que tout soit nickel, pour être tranquille. C'est pour ça qu'on s'appelle les investisseurs sereins, c'est un peu notre mode de fabrique. C'est le côté... On veut pendant 10 ans, 15 ans, vraiment se dire tout le monde est dedans, il n'y a pas de problème, je ne dois pas passer ma vie à faire des petites rénos à droite, à gauche pendant 10 ans parce qu'à chaque sortie de locataire, il faut tout rafistoler, etc. Donc ça, je trouve c'est le Graal. Et en plus de ça, en termes fiscaux, c'est très intéressant parce que tu peux faire des gros travaux, donc beaucoup de déficits. Et donc, c'est bénéfique, peu importe le régime fiscal que tu choisis. Tu as du négatif pour... minimiser ton bénéfice, quoi. Je rappelle rapidement ça, c'est le déficit foncier la plupart du temps qu'on peut utiliser, ou dans une SCI, on amortit les travaux, on peut les amortir ou les déduire en charge. On a plein de possibilités quand on a des travaux pour réduire sa fiscalité, car oui, quand on a des charges un peu plus conséquentes et quand on choisit le régime réel, eh bien on peut réduire les charges de l'imposition des loyers, et donc c'est hyper intéressant. Donc là-dessus, c'est sûr que c'est un avantage fiscal, mais sur l'avantage de faire des travaux ou de ne pas en faire, alors, il peut y avoir des stratégies où il y a par exemple des personnes à qui je vais dire mais tu as une telle capacité d'endettement là qu'il faut que tu avances vite. Donc peut-être que tu vas en faire 2 ou 3 des immeubles. Donc pourquoi pas acheter un immeuble déjà loué ? Là, j'ai des membres qui sont en train de faire ça. Parce qu'en fait, je sais que pour aller à la banque, ça va être très facile. Parce que quand un immeuble avec travaux, forcément, la banque, elle tilte un peu parce que ça fait un peu peur, il n'y a pas de loyer qui rentre. Donc quand tu achètes un immeuble déjà loué, il y a l'historique, il y a les baux qui sont en place. La banque, elle va vite et tu peux direct enchaîner un deuxième immeuble beaucoup plus vite. Donc ça, c'est l'avantage. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut réfléchir à une stratégie dans sa globalité et s'adapter par rapport à sa vision. Mais forcément, l'autre point, c'est que quand tu achètes un immeuble déjà loué ou avec pas de travaux à faire dedans, ta rentabilité va être moins bonne. Il faut partir de ce principe-là. C'est comme dans les apparts. Plus tu crées de la valeur, que tu remodélises ton immeuble, plus tu as d'opportunités à booster ta rentabilité. Alors que quand tu achètes un truc tout fait, en général, les prix à la vente, c'est 7% de renta. Tu peux évidemment négocier, ça peut monter à 8-9. Mais quand c'est clé en main, c'est difficile d'exploser le plafond de la renta. De toute façon, d'un point de vue temps, hein, dès qu'on passe un peu plus de temps sur un projet, souvent on augmente sa rentabilité. Hein. C'est souvent ça, j'ai envie de le dire. Donc forcément, quand tu me dis, quand on commence à budgétiser, à créer un vrai projet, à faire un vrai projet réel, effectivement, on va gagner plus en rentabilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur la partie, si un investisseur arrivait devant toi et te dirait « Je suis sûr que je fais une meilleure rentabilité avec plusieurs appartements locatifs qu'avec un immeuble de rapport », est-ce que tu as une réponse là-dessus qui ferait que pourquoi t'orienterais cette personne
qui est certaine d'être meilleure que toi là-dessus, à aller vers les immeubles de rapport ou au moins à ouvrir ses yeux sur les immeubles de rapport? Ça m'est déjà arrivé. C'est sûr et certain, c'est pour ça que je te pose la question. Arrivé. Et moi, je dirais pas que c'est faux, parce que je pense qu'on peut acheter de très belles opérations dans des appartes et accumuler beaucoup d'appartes dans des immeubles tout à fait différents. Moi, ce que je dis juste, c'est que ça va dépendre de ton profil. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent que acheter des appartes au fur et à mesure et parce qu'elles peuvent pas se permettre un gros immeuble. Donc, très bien, fais-le et il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis juste, c'est que moi, j'aime bien avoir que 3 adresses avec tous mes biens. Je gère tout au même endroit. Ouais. Pareil, si tu fais par exemple de la location courte durée pour booster ta rentabilité, quand tu as tout dans un immeuble, mais c'est du pain béni pour négocier avec tes prestataires pour la gestion. Parce qu'ils ont un endroit, ils ont à nettoyer les différentes chambres, etc., les différents appartements que tu as dans l'immeuble. Donc en fait, c'est à toi de voir à quelle vitesse tu veux avancer. Si tu achètes appart par appart, c'est plus d'efforts, quoi, parce que tu vas passer plusieurs fois chez le notaire. Et plus de temps peut-être ? Plus de temps et tu avances moins vite. Et en plus de ça, alors moi j'ai fait cette expérience après avoir acheté 3 immeubles, c'est qu'on a acheté un appartement en résidence principale. Notre premier bien en copropriété, je peux te garantir que c'était la dernière fois qu'on achète un appart. Parce que la copropriété, moi, ça m'épuise mentalement, quoi. Moi, ça m'épuise pour chaque truc, il faut discuter, les réunions, les machins. C'est quand même... moi, j'aime bien être le boss de tout l'immeuble, quoi. Voilà. En fait, t'aimes être entrepreneur de ton patrimoine, t'aimes gérer ton propre patrimoine et pouvoir le gérer de A à Z, sans dépendre de quelqu'un. Et donc, l'immeuble de rapport le permet. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Si tu peux nous dire quand même où est-ce qu'on peut te retrouver, Dorine, avant que tu nous quittes. Merci beaucoup pour toutes tes réponses sur l'immeuble de rapport. Moi, j'ai toutes mes réponses. Je pense que ça va être un épisode qui va énormément me plaire. Mais avant de partir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, c'est Les Investisseurs Sereins. Donc, j'ai un podcast et puis on a un compte Instagram, Les Investisseurs Sereins. Voilà. Est-ce que c'est facile aussi de te retrouver sur LinkedIn ? Sur LinkedIn, non. Bon, pas beaucoup de contenu sur LinkedIn. Non, mais c'est plutôt mon mari, du coup, Cyril Lorenzon. Lui, il poste beaucoup plus sur LinkedIn. Moi, je suis morte sur LinkedIn. Bon, voilà, on sait où les retrouver. Merci beaucoup, Dorine. De rien.